Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Merci d'abord à Sylvain et Emmanuel pour l'invitation à venir présenter ici. Bonne rentrée aussi, notamment. Et donc, voilà, je m'appelle Raphaël Anjou, je suis architecte solution en intelligence artificielle chez Orange Business. Et aujourd'hui, on va parler vibe coding, donc être un vibe codeur ou un zombie, gare au déclin cognitif. Ça va faire un peu plus de sens par la suite. Et avant de commencer, j'aimerais poser un petit postulat avec vous, qui est que tous vos exercices pourront être faits par une IA, globalement. Alors pour information, j'ai été étudiant jusqu'à il y a quelques semaines, j'ai pris mon CDI il y a 5 jours précisément, donc je sais pertinemment à quel point l'IA est performante pour faire les TP et avoir des bonnes notes. Vous le savez, il y a eu un bond technologique, l'intelligence artificielle, ChatGPT, des services, blablabla. Blablabla. Bon. Maintenant, ça pose la question de à quoi bon continuer d'apprendre? Vous venez de rentrer ici là, pour cette année, vous partez pour 2, 3, 5 ans d'études, et le premier truc qu'on vous dit, c'est l'IA, c'est déjà codé. Bonne ambiance, ça fait plaisir d'arriver dans cet amphithéâtre. Et en tant qu'étudiant, c'est pertinent de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et en tant qu'enseignant aussi, à quoi bon essayer d'apprendre ça aux gens si de toute façon l'IA le fait? Bon, vous vous en doutez, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, on va revenir sur ça, vibe codeur ou zombie. Donc, à main levée, j'aimerais faire un petit sondage. Désolé, je ne verrai pas les gens de l'autre côté. Mais qui connaît le terme vibe coding et c'est à peu près ce que c'est? Ok, on a quand même pas mal de gens, on a une moitié, je pense. Alors attendez, gardez la main levée. Qui l'utilise? Ok, beaucoup moins de gens. Ok, et qui ne fait que ça? Personne. Ok, on n'est pas encore au stade des gens qui utilisent que l'IA et n'écrivent plus qu'une ligne de code. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui sont un peu comme ça et qui n'osent pas dire je ne sais pas. On va repartir de la définition originelle qui vient d'un tweet d'il y a quelques mois par André Karpathy, qui est juste un des cofondateurs d'OpenAI. Ça vous donne un peu le niveau du gars. Et donc il parle de ce vibe coding où on suit la vibe, un peu en mode hippie, et puis on ne lit plus le code, on ne le regarde plus, on oublie qu'il existe. Alors comment c'est possible de coder sans voir le code? Donc je vous enlève des petits bouts du tweet intentionnellement. Il accepte tout ce que lui propose l'IA, sans même lire ce que l'IA lui demande. S'il y a un bug, il copie-colle dans l'IA et prend la réponse. En général, ça marche. Je vous vois tous là, vous l'avez déjà fait de copier-coller depuis ChatGPT, et moi aussi. Et puis, le code grandit au-delà de ce qu'il est capable de comprendre. Donc on crée son code, qui n'est plus vraiment notre code, et on ne sait même pas comment ça fonctionne. Bon, c'est génial. Bonne nouvelle, j'ai un paquet d'idées en stock, je vais devenir millionnaire en faisant toutes mes idées, l'IA va faire tout pour moi. Donc je ne suis pas le seul à y avoir pensé, je vais vous mettre quelques titres d'articles, tout le monde peut faire une start-up, après 2 jours j'ai fait un produit, il y a une nouvelle économie, voilà, je vous en mets quelques-uns, et puis à la fin, on a celui-là, un gros titre, 10 ingénieurs font le travail de 100. Donc c'est génial, super pour les entreprises, on peut virer 90% des gens. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, on n'a pas viré 90% des développeurs, loin de là. Donc, qu'est-ce que c'est le problème? Est-ce qu'il n'y a pas un peu anguille sous roche sous ces articles hyper hypés? Et donc j'ai quelques exemples dans l'autre sens. Donc là, un tweet encore une fois, quelqu'un qui utilise GPT-5, le tout dernier modèle. Il a fait des appels d'outils, il m'a écrit 3000 lignes, des fichiers, à la fin, rien ne marche. Mais bon, il l'a fait, peut-être que c'est un side project du week-end, pourquoi pas. Bon, et puis là, on a une IA qui a supprimé une base de données de production. Donc vous avez 4000 utilisateurs, et puis vous n'avez plus d'utilisateurs, et c'est eux qui vous payent de base votre business, fin du business. Je ne vais pas aborder la question du pourquoi l'IA avait accès à la prod, ça c'est un autre sujet de qualité. Mais bon, ça s'est passé. Et puis on peut dire dans l'outil ah mais t'es sûr que tu as supprimé ma base de données, avec d'autres termes un peu moins polis. Et l'IA, dans sa bonté et son honnêteté, ah oui, excusez-moi monsieur, j'ai tout supprimé. Et vous êtes marron, vous fermez votre startup. Et puis là, un autre cas, donc on a quelqu'un qui spécifie très précisément, qui dit je ne suis pas technique. Et je suis en train de faire mon SaaS, j'ai un super produit, blablabla, mais je me fais hacker, il y a des trucs dans ma base de données qui n'étaient pas là, les gens arrivent à utiliser mon service sans payer, il n'a pas compris ce que c'était la cybersécurité, bon, il n'est pas technique. Et donc on se rend compte qu'il y a plein de gens qui utilisent les LLM pour faire des projets, ils lisent pas le code,
il envoie, et puis il envoie aux utilisateurs. Donc c'est-à-dire tu mets ça sur Internet et n'importe qui va taper dessus et faire n'importe quoi. Bon, André, il l'avait prévu. C'était la fin de sa définition. Ça marche bien pour les projets du week-end. Je lis pas le code, je regarde pas, mais bon, je vais pas aller en production avec ça. Et donc on se retrouve à une croisée des chemins un peu étrange, où d'un côté des gens vous disent c'est génial, c'est merveilleux, c'est le futur, tous les développeurs vont être remplacés par des IA, et de l'autre côté des gens qui partent en production et ça explose et ils perdent leurs utilisateurs. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens-là? Est-ce que c'est que de la hype? Est-ce que c'est que du bullshit? Est-ce qu'il y a un peu de vrai au milieu? Et donc je vais maintenant venir sur pourquoi est-ce que je vous parle de vibe coding, pourquoi c'est moi qui suis là ce matin. Ça fait 3 ans quasiment que j'utilise des outils boostés à l'IA, qui à l'époque ne s'appelait pas du vibe coding, à l'époque ça s'appelait de l'autocomplétion, et donc ça complète la fin de mes lignes, et puis après on a eu le chat intégré dans l'IDE, puis maintenant on a des outils comme Cursor qui changent les fichiers directement et font des choses. Et au bout de 3 ans, moi je trouve l'outil pertinent, c'est pour ça que ça fait 3 ans que je l'utilise et je continue de l'utiliser, mais il faut bien le faire. Et je vous en parle parce que ça va changer la façon dont vous travaillez. Et aujourd'hui, peut-être vous ne l'utilisez pas. Demain, vous serez obligé de l'utiliser. Et les entreprises vont commencer à faire des appels d'offres en disant comment est-ce que vos développeurs sont augmentés par l'intelligence artificielle, comment ils l'utilisent, comment vous allez plus vite, comment vous faites mieux. Donc ça va devenir un vrai critère de recrutement sur le CV. Donc sur mon expérience, donc en ce moment j'utilise Cursor beaucoup, qui est selon moi un des meilleurs, en tout cas sur son niveau d'abstraction, on va dire. Et donc, je vous ai mis la facture de ce mois-ci, qui est le mois d'août, où j'étais 2 semaines en vacances. Comment? 130 quoi? Ah oui, d'accord, ok, t'es plus que moi. Donc oui, alors, Cursor, c'est 20 $ par mois, je fais une petite parenthèse, c'est 20 $ par mois. Si on regarde la facture, il y a écrit 80 $. C'est là que le business model de Cursor arrive un peu à sa fin, s'il perd 3 utilisateurs sur 1. Bref. Les 200 millions de tokens qu'il y a là, ça représente 1000 livres de 300 pages. Ça veut dire que les agents là-dedans ont écrit l'équivalent de 1000 livres, en sachant que 99% du code a été jeté, modifié, n'existe plus, mais bon, ils l'ont fait. Et je vous ai fait une petite échelle du vibe coding, des outils. J'ai pas mis tous les outils du marché parce qu'il y en a beaucoup. Mais donc au début, ce qu'on avait, c'était de l'autocomplétion. Voilà, c'était le premier GitHub Copilot il y a 3 ans. Ça complète ma ligne. Super, je vais un peu plus vite. Puis après, on a eu notre cher ami ChatGPT, où là, c'est galère parce qu'il faut lui prendre le contexte, donc il faut lui prendre notre code, copier-coller le code dans ChatGPT, attendre qu'il fasse une réponse, lire la réponse, changer le code nous-mêmes. Bon. Ensuite, on a eu GitHub Copilot Chat. Il était intégré dans notre IDE, donc il connaissait notre code, il nous faisait des recommandations, mais il fallait quand même lire encore ce qu'il faisait et changer le code nous-mêmes. Et là, on monte un peu dans les tours, Cursor, que je vais vous montrer un peu plus en détail après, où l'agent change le code lui-même. Donc j'ai plus besoin de lire, il écrit lui-même, il exécute des commandes, il cherche dans mes fichiers. Super. Niveau encore au-dessus, Claude Code. Je n'ai qu'un terminal et je pose mes questions dans un terminal et ça fait tout pour moi. Et le niveau 10, c'est Lovable, ou ce genre d'outil où vous avez une interface web, vous écrivez des choses et pouf, un site web, un service, une base de données, n'importe quoi. Et je ne l'ai pas mis sur cette frise-là, il y a le niveau infini, on va dire. Donc c'est un vrai cas. Dans une startup qui s'appelle Langfuse, qui fait du monitoring d'IA, ils ont reçu une requête sur Slack. Ok, bonjour, je suis utilisateur, je veux une barre de recherche. Et donc on a Marc, qui est un des cofondateurs de l'entreprise, qui fait juste @cursor. Bonjour, implémente une barre de recherche avec quelques spécifications en plus. L'agent travaille derrière, il a toujours pas ouvert son IDE, il est sur Slack. L'agent lui crée une pull request, il lui dit « Hey, viens, on va voir la pull request », et ça part en prod. Donc là, on est sur quelqu'un qui n'a pas touché au code du tout. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là d'utilisation de l'IA, un jour peut-être, mais je ne lui fais pas assez confiance pour l'instant. En tout cas, ça arrive. Bon, on va voir à quoi ça ressemble d'utiliser Cursor, parce que je pense que vous ne l'avez pas forcément tous utilisé. Je vous ai fait quelques screenshots pour vous donner un peu une meilleure idée de ce à quoi ça ressemble. Donc voilà, on est sur un fork de Visual Studio Code. C'est tout à fait classique, sauf que sur la partie droite, on a une petite partie en plus qui est le chat, l'équivalent d'un chat GPT ou n'importe quoi, sauf qu'il est un peu boosté. Donc on peut lui spécifier du contexte. Ça veut dire que je peux lui dire
ok, ben voilà, je te donne ces fichiers Python-là, et puis je te donne accès au web, et je te donne accès à ma doc, et je te donne accès à tout, et tu peux l'utiliser. C'est l'équivalent des copier-coller qu'on faisait dans ChatGPT. Et puis, donc là, je vous ai mis un exemple de requête que j'ai fait sur un projet. On voit que je suis un prompt engineer maximal, 3 lignes. Mais donc bon, je lui demande un petit changement, et j'ai la flemme de le refactor moi-même, et je lui dis change partout dans le code une variable par une autre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il se fait une petite checklist que je ne lui ai même pas demandé de faire, il le fait tout seul. Voilà, analyser le code, trouver les usages, le modifier, modifier les tests et tester que ça marche. Et donc il va commencer. Donc il a fait automatiquement des commandes, il a lu un fichier, il a cherché dans mon code, il a fait un grep, et puis il a complété sa tâche, regarder le code. Puis après il s'est dit ok c'est bon, je connais le code, je modifie le code. Et après ce qu'il a fait, donc j'ai pas mis un screenshot, c'est qu'il a exécuté la commande pour faire les tests. Et puis il m'a dit ok vas-y tu peux commit, ton changement est fait. Donc là on est sur un truc où j'ai posé une toute petite question. Et 2 minutes après, c'est bon, j'ai mon code qui a été modifié. J'ai même pas eu besoin de le copier-coller, ça me l'a écrit dans mes fichiers. Je vous ai mis un autre exemple, où cette fois je lui mets un peu plus de contexte, je lui donne 2 fichiers, je lui donne accès au web. Mais cette fois, au lieu de lui demander des modifications, je lui demande des conseils. Et ça, c'est important en vibe coding, c'est de prendre le temps de lui demander des conseils, lui demander des options, lui demander comment faire, parce que c'est là que vous allez apprendre un petit peu et pas juste être un zombie, le zombie du titre. Donc voilà, propose-moi une ou plusieurs solutions à revoir. Et il fait son taf très bien. Tac, 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 tac. Il me propose des solutions, je regarde. La solution 3B, c'est celle que je veux. Implémente-la. Vous avez vu, mes prompts sont relativement courts. Je vais juste remettre mon chrono. Voilà. Désolé, j'ai remis le chrono. Les prompts sont relativement courts. Et c'est parce que le prompt engineering, qui jusqu'à quelques temps était le truc, on est prompt engineer, maintenant ça devient du context engineering et c'est un peu plus intéressant. Ça veut dire l'ingénierie de qu'est-ce que je donne à mon IA, à quel moment, comment et pourquoi. Donc c'est ce que je faisais juste avant. Je lui ai donné accès au web pour qu'elle puisse aller chercher des informations sur Internet qu'elle n'a peut-être pas, des bonnes pratiques, n'importe quoi. Et je lui ai donné les fichiers sources de ce que je voulais qu'elle change. Plus, il y a un petit icône en haut à gauche avec un 2. Ça, c'est des règles préécrites, système qu'on peut lui donner en disant bah, mon projet, c'est ça, 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 je suis sur tel stack technologique, ça évite de se répéter tout le temps. Et donc ce context engineering, là on l'a dans le cas du vibe coding, on essaie de donner le bon contenu au bon moment, même s'il en fait une partie tout seul. Pour l'info, c'est ce qui s'applique aussi sur les systèmes d'IA qu'on va vouloir faire dans les entreprises. Je suis une entreprise légale, je cherche le texte de loi qui permet de défendre la personne que je défends en tant qu'avocat. Ok, bah, il faut qu'il le trouve quelque part d'une certaine façon. Et c'est sur ça où vous allez avoir besoin d'apprendre. C'est vraiment trouver le bon contexte au bon moment et savoir lui poser des questions. Bon, quels sont les plus du vibe coding ? Ça fait 6 mois que la définition existe, donc on va dire que ça fait 6 mois que j'en fais. C'est de l'expérimentation très très rapide. Le fameux truc de tester vite une idée, faire rapidement un POC, faire beaucoup de POC en entreprise. On fait beaucoup de POC tout le temps pour valider des idées. Et donc là, c'est du code qu'on va jeter, ou du moins qu'on va réécrire nous-mêmes par la suite, donc c'est pas grave, on balance, on balance, on balance. Ça permet de passer plus de temps sur la qualité, parce que si je code plus vite, ça veut dire que j'ai du temps en plus, donc je peux prendre le temps d'écrire ma doc, d'écrire mes tests, d'aller voir une autre façon de faire qui est peut-être mieux. Voilà, c'est toutes les choses qu'on peut faire quand on a plus de temps, et puis ça permet d'aller en prod plus vite. Et c'est là où peut-être vous voyez une différence, c'est que juste avant on disait aller en prod c'est compliqué, mais j'arrive à aller en prod avec du code qui est écrit en grande partie par une IA. Et c'est là où tout ce que vous allez apprendre pendant vos études et ce que vous allez apprendre en entreprise, sur ce que ça implique de mettre du code en production, donc truc basique, avoir des tests, mais ensuite avoir des tests de charge, avoir des tests cybersec, avoir vérifié que ça fonctionne de diverses façons, mais on arrive à y aller. Les moins, parce que quand même, c'est pas tout beau, tout joli. C'est difficile de s'en passer une fois qu'on a arrêté de coder et que c'est magique, l'IA écrit tout. J'ai plus envie de l'enlever. Et selon les projets de l'entreprise, ils disent non, c'est de la donnée client, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Et il faut remettre les mains dans le cambouis.
Donc c'est là où vous aussi, si vous allez chez Thales sur un projet défense, vous n'aurez pas cursor. Vous aurez vos mains, votre cerveau et la doc. Donc important de continuer de travailler. Moins de temps passé à apprendre parce que c'est si facile. On est des feignasses, les humains. C'est si facile. Je lui pose la question, fais-moi un truc d'abstraction de classe, blablabla. Il me le fait, j'ai pas réfléchi une demi-seconde, ça marche, à peu près. Donc on apprend moins, et puis on a du coup une fainéantise intellectuelle qui s'installe, où on fait du prompt, on accepte. Et donc on finit un peu comme ça. Voilà. Donc si on ne fait pas attention, on ressemble un peu à un zombie derrière son PC, c'est plus du CTRL-C, CTRL-V à longueur de journée, c'est du accept, 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 accept. Et ça ne marche pas. Et donc, on vient sur les dangers maintenant du vibe coding, les dangers dans votre apprentissage, notamment, parce que vous allez passer l'année à apprendre des trucs. Et donc, il y a plusieurs articles qui expliquent à quel point l'IA c'est dangereux pour les juniors. Parce que, alors, il y a des études souvent faites par ceux qui vendent des outils, qui vous disent c'est super, la productivité au max. Puis après, il y a des études par d'autres gens qui disent mais en fait, quand on vibe code, on passe plus de temps à attendre le résultat du code que si on l'avait écrit nous-mêmes. Donc voilà, c'est dangereux de n'utiliser que le vibe coding parce que vous devenez plus pertinent. Et un des trucs intéressants qui est écrit en tout petit, désolé, c'est que ça fait des pseudo-ingénieurs qui ne savent plus débugger. Vous n'allez pas arriver sur des bases de données de code qui sont vierges. Vous allez arriver sur un truc qui a 20 ans ou 10 ans, et puis il va falloir comprendre, il va falloir débugger. Et si vous travaillez chez Orange notamment, et que vous faites tomber le site d'Orange France, c'est des pertes de chiffre d'affaires énormes, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Bon, et puis après, on a un article du Monde qui est sorti il y a 3 jours, donc c'est très très récent. Et c'est ils ont sondé des étudiants qui ont du mal à apprendre. Et en tant qu'étudiant il y a quelques mois, je comprends tout à fait, parce que ChatGPT est à côté, j'ai la flemme d'écrire mon rapport, j'ai la flemme de faire ce TP qu'on m'a demandé de faire, je vais demander à l'IA. Mais vous avez besoin de continuer à apprendre. Désolé, je suis sur le moment un peu pessimiste, là, sur le moment où on n'est pas remplacé par l'IA. Alors encore heureux, on aura un métier. Et puis, un dernier problème, c'est sur la créativité et l'imagination. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent le développement comme un domaine qui est entre l'art et la science, parce qu'il y a N façons de résoudre un problème, et des façons plus ou moins jolies, plus ou moins belles selon les personnes qui le font. Et puis il y a aussi des problèmes qui sont tout le temps nouveaux. Tous les problèmes n'ont pas été résolus, loin de là. Demain, il y aura un nouveau problème. Et pour résoudre un problème, il faut de la créativité, il faut de l'imagination, il faut prendre le temps. Et l'IA n'a pas forcément cette créativité, cette imagination d'inventer quelque chose de nouveau. Et c'est là où, en tant qu'étudiant, en tant qu'humain, en tant que salarié, on apporte une valeur ajoutée. Et donc, alors c'est pas sur celle-là, c'est après. Voilà, j'ai pris un peu d'avance. Donc je vais revenir sur la question initiale. À quoi bon continuer d'apprendre ? Bon, vous avez compris, j'espère, un petit peu avec les slides que je vous ai montrés. Et puis, on l'avait fait d'un postulat qui était quasi tous les exercices pourraient être réalisés par une IA. Mais ce postulat, il fonctionne parce que vos profs écrivent des énoncés qui sont super bien détaillés. Ils vous disent, on va résoudre tel problème avec telle techno, de telle façon, voici des étapes pour aller plus vite, et à la fin, vérifie ton résultat. En tant qu'étudiant, c'est super, on fait pas à pas, on apprend à faire la chose. Pour l'IA, c'est super aussi, elle a tous les détails. Donc en fait, un énoncé d'exercice, pour une IA, c'est rien d'autre qu'un magnifique prompt. C'est le truc parfait pour implémenter. Donc, en théorie, vous allez pouvoir prendre la majorité des choses que vous faites et dans l'IA, et ça fonctionne. Bon, maintenant dans la vraie vie, à quoi ça ressemble la demande d'un client ? Bonjour, je veux un pont. Alors j'ai pris le bâtiment parce que je n'ai pas trouvé d'exemple sur le code. Et donc il vous dit je veux un pont, donc il sait ce qu'il veut, il ne sait pas si ça répond à son besoin. Il y a aussi un autre sujet dans le dev sur ce que le client veut vraiment. Et puis vous lui faites un pont. Voilà, c'est un pont, il vous a demandé un pont. Bon, et puis après il vous dit non mais je voulais un pont où je peux passer dessus quand même, parce que là c'est galère, le baudrier et la corde. Vous dites ok, j'ai fait un pont en bois, tu peux même emmener ta grand-mère dessus, ça fonctionne, c'est super. Mais le client, il vous dit « Ah non, mais moi, je veux un pont solide pour passer avec un truc hyper lourd. » Ok, bon, on va mettre des cailloux au lieu du bois.
Je respecte ce que monsieur le client me dit. Hein. Puis non, mais le truc lourd, c'est un 36 tonnes, donc ton pont en pierre, ça va pas bien marcher. Donc on lui fait un énorme pont. Et vous voyez à quel point on est parti de le gars voulait un pont, à maintenant il faut construire ça. Et donc ça implique plein de specs techniques du bâtiment. Alors j'ai mis des trucs, je pense que s'il y avait des gens en bâtiment, ils me tueraient parce que c'est peut-être pas ça. Mais voilà, quelle fondation, quel matériau, quelle équipe. Et vous, votre travail dans le code, vous allez avoir des rôles d'ingénierie, c'est de résoudre ces problèmes, de poser ces questions aux clients, d'avoir les idées, de connaître les outils, de savoir vraiment résoudre un problème. Et l'IA, elle ne saura pas le faire. En tout cas pour l'instant, on n'est pas encore foutu. Et donc c'est là où on a nos super vibe codeurs, non développeurs, qui arrivent sur le monde du vibe coding, et puis ils réalisent qu'il faut tester, débugger, mettre en prod, vérifier que ça passe à l'échelle, documenter, que ça tienne dans le temps. Pendant 10 ans, un service Google, ça fait des années que c'est là. Et eux, là, ils font demi-tour. Vous avez appris à le faire, vous avez fait vos études. C'est vous qui prenez leur place. Et puis, il y a la place du senior. Donc, il y a beaucoup d'articles qui disent c'est la fin des juniors. On va arrêter de recruter des juniors, à quoi bon prendre, puisque de toute façon, on met une IA dans les mains d'un senior, ça marche super. En tant que junior, je suis ravi d'avoir des seniors, parce que ils ont l'expérience, ils ont des réflexes qu'on n'a pas, ils connaissent la boîte, ils connaissent les produits. Et puis, il y a quand même des entreprises qui disent, des entreprises, c'est juste AWS, oui, mais si on enlève les juniors, c'est qui nos seniors demain? C'est qui les gens experts demain qu'on va pouvoir utiliser? Et donc le patron d'AWS lui dit, recrutez des juniors, ce sont les juniors qui vont être le plus à même de s'approprier les outils IA pour améliorer leur productivité, parce que vous allez commencer maintenant à travailler avec, dans 3 ans ce sera encore un autre délire, mais vous allez faire vraiment votre façon de développer avec ça. Et donc vous serez meilleur en augmenté par IA qu'un développeur senior d'il y a 3 ou 5 ans. Donc normalement, vous aurez des métiers. Et le challenge, c'est quand même d'utiliser l'IA pour apprendre. Donc je vous en ai parlé un petit peu, de lui poser des questions, de lui demander, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer? Un truc que je fais fréquemment, c'est lui demander des audits du code. Donc elle se prend pour l'inspecteur, elle arrive, elle lit toute ma base de données de code, et puis à la fin, elle me dit, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ah ça c'est bien, blablabla. Et donc j'ai des pistes de travail. Ah, j'ai oublié de mettre des mots de passe sur mon truc. Bon, je prends un cas très bête. Mais ça peut être, j'ai oublié que je pouvais avoir une injection SQL sur un point de mon appli, et donc si demain je le mets en prod, mon appli explose si quelqu'un essaie de la hacker. Et je pense sincèrement que utiliser correctement et pas en mode zombie, l'IA c'est un vrai catalyseur. Alors un catalyseur, on va dire que c'est une multiplication, ça veut dire que si vous avez 0 fois infini, ça fait toujours 0. Donc c'est là où vous avez de l'avance en tant que développeur sur quelqu'un qui est juste vibe codeur. Et puis niveau 1, 1 fois quelque chose, ça fait toujours 1. Puis 2, ça augmente. Donc on va dire 2 fois 10, ça fait 20. Et 10 fois 10, ça fait 100. Et de suite, vous voyez l'effet exponentiel que ça peut avoir d'utiliser correctement. C'est un nouvel outil dans la caisse à outils du développeur. Et alors bon, je sais que des gens sont fans de Vim encore. Donc le parallèle, désolé si je fais mal aux sentiments de certaines personnes, mais Vim, c'est l'ancien IDE, on va dire. Mais il y a des gens qui gagnent beaucoup plus de temps dans un IDE avec des raccourcis, des extensions, du clic-bouton à des endroits que Vim il y a longtemps. Mais il y a des gens qui ne jurent encore que par Vim. Et j'ai vu des trucs assez impressionnants sur ça. Mais bon, les outils d'hier ne sont pas forcément les outils de demain. Et vous êtes dans la transition parfaite. Vous êtes étudiant, c'est le moment parfait pour tester des trucs parce que tout ce que vous allez faire, vos exos, ça ne partira pas en prod. Vous n'allez pas péter les trucs d'utilisateurs, vous n'avez pas de contraintes de données confidentielles. Apprenez à tester les outils. Regardez dans les news, ah purée, il y a un nouvel outil qui est sorti. Bon, pas tous, parce que sinon c'est tous les jours, vous faites que ça. Mais ok, qu'est-ce qu'il va rajouter de plus à mon workflow? Qu'est-ce que ça va changer demain quand je serai en entreprise? Et donc pour apprendre, rien de mieux que cette journée de conférence. Vous avez plein de belles conférences qui vous attendent. Et donc, allez apprendre là-dessus. Merci de m'avoir écouté et bonne rentrée.